Mesdames et messieurs, bonsoir. Le rap, c'est de la culture, mais c'est aussi de l'écriture. Ce n'est pas un hasard si on l'appelle The Writer. Popose est plus qu'un écrivain. Il écrit à l'oral. Vous vous souvenez sans doute de Sean Like You. Vous allez vous souvenir de son nouvel album Ninki Nanka. 15 titres au rythme, style, prennent langue. De la musique avant toute chose. Popose préfère le rap. Alors belle ligne, parle hip-hop avec lui. The Writer, what's up? Le fait bar, le fait bonne. Bonjour Papa Lune. Bienvenue dans Belle Ligne. Merci beaucoup de nous recevoir. Qui est Popose? Popose, ce sont les initiales d'un jeune homme qui est né à Rufisque, Oui. qui s'appelle Paul Pissetti Sagna. Ok. Donc ce sont mes initiales. Donc quand on est enfant au Sénégal, quand on apprend les consonnes, on a l'habitude de nous dire Tepe ne me revele debe. C'est vrai, c'est vrai. Donc en fait le nom est venu de là. C'est un surnom qui me suit depuis que je suis gamin. Donc j'ai grandi avec ça. Quand j'ai commencé à faire du rap, j'ai eu beaucoup de noms vraiment anglicisés. Mais à un moment donné, je me suis dit, comme tout le monde m'appelle comme ça, même si j'ai beau me créer 1000 noms, Oui. mais les gens continueront à m'appeler Popose, donc j'ai gardé le Popose. Si je vous demande qui est Popose, c'est parce que votre écriture est foncièrement liée à votre vie. vrai. Pourquoi? Je crois que c'est venu de la solitude. Pour moi, le point de départ, c'est vraiment la solitude. Parce Comme que tout poète d'ailleurs, comme tout rappeur. Voilà, parce que mon père était le gardien du stade à Rufisque. Donc j'ai habité pendant 9 ans au stade de Rufisque, de 1991 à 2000. Oui. Donc quand je suis venu là-bas, j'avais 6-7 ans, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas quelqu'un... À la maison, il n'y avait même pas de télévision. Donc c'était de la musique, de la lecture, de la musique, de la lecture. Donc c'est pour ça que depuis l'école primaire, même si vous allez à mon ancienne école, l'école primaire Ousmane Bengue, à la direction, il y a un poème qu'on a accroché là-bas qui s'appelle Le Baobab. Je l'avais écrit alors que j'étais en classe de CM1. Donc j'ai grandi avec ça. J'ai eu un bac L'. Je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai fait j'étais en faculté des lettres et sciences humaines. Oui. Donc j'étais en lettres modernes. J'ai eu une licence là-bas. Donc en fait l'écriture, toute ma vie a vraiment été... C'est-à-dire que vous aviez grandi dans une école, Voilà. En fait, dans un temple du savoir. Voilà, donc en plus, j'ai eu aussi beaucoup d'influence. J'ai eu beaucoup d'influence de la part de mon père, de la part de mon oncle qui m'a élevé ici à la SICAP. Donc, c'était beaucoup de lecture. Comme j'ai souvent l'habitude de le raconter à mes amis. Donc, on avait un lit avec mon oncle, celui qui m'a élevé. La moitié du lit, c'était des livres. Et l'autre moitié, on se partageait l'autre moitié pour dormir. Donc c'était ça, j'étais entouré par les livres, j'étais entouré par la littérature. Et donc je crois que je suis un peu comme Obélisque. Je suis tombé dans la marmite en étant petit. Et d'ailleurs, on vous surnomme The Writer. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Le point de départ de ce surnom, ce sont les graffitis. Les Parce que graffitis. j'étais un artiste graffeur. J'ai été connu à travers les dessins avant d'être connu à travers les mots. Donc, et comme on dit souvent graffiti writers. Donc j'ai choisi le writer comme nom d'artiste. En fait, c'était mon nom d'artiste. Donc, et il y a aussi un de mes professeurs, M. Lee, à l'université Cheikh Anta Diop, qui m'appelait souvent par ce nom. Writer. Amadou Ly. Voilà, donc writer, et j'ai gardé ce nom-là. Donc, je crois que toutes ces dénominations-là, tous ces superlatifs-là viennent un peu de mon entourage, viennent de mes expériences, et je les ai gardés. Mais ce nom, c'est un challenge. C'est The un Writer, c'est-à-dire celui qui un écrit poids. bien. C'est un poids, qui essaie d'écrire bien. Qui écrit bien d'ailleurs. Donc, essaie d'écrire bien. Mais c'est un challenge. C'est vrai. Pourquoi les gens identifient votre écriture? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre écriture? Je crois que le premier point, c'est l'aspect personnel. Parce que moi, je raconte souvent ma vie. Une vie qui n'a pas été simple d'ailleurs. Voilà, moi je raconte ma vie dans ma musique. Sans maquillage, sans filtre. Voilà, vous pouvez connaître mes joies, mes peines, mes expériences à travers ma musique. Je n'ai même pas besoin de vous rencontrer. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui m'écoutent souvent, les discussions peuvent vraiment tirer en longueur. Donc, non, vous avez vraiment vécu ça? Et oui, effectivement, j'ai vécu ça. Donc, et j'essaie de donner un peu à ma vie une esthétique, une forme, pour que ce soit vraiment audible. Parce que cette vie-là a manqué d'esthétique. Partagez-nous. C'est vrai. Partagez. C'est vrai que déjà j'ai grandi dans un quartier très populaire de Rufisque. Donc j'ai grandi un peu parce qu'on déménageait beaucoup. Donc à chaque fois, j'avais tout le temps, à chaque fois qu'on s'habituait quelque part, on était obligé de bouger autre part. Donc le lieu où je m'identifie le plus, c'est vraiment le stade de Rufisque parce que j'ai passé 9 ans de ma vie là-bas. Donc j'ai eu le temps vraiment d'apprendre à faire du rap, d'apprendre à faire des graffitis,
à lire énormément de livres, à écouter beaucoup de musique. Donc moi, je crois que en fait, je suis juste le produit de ces 9 ans de vie-là. Parce que je crois que c'est ce qui a donné une orientation à ma vie, à beaucoup de choix que j'ai fait dans ma vie. Donc, je crois que ce sont ces 9 ans-là. Parce que si je dois raconter tout ça, je dirais aux gens d'aller vraiment écouter mes musiques. Parce que pour moi, je m'exprime mieux à travers, sur un beat qu'avec des mots. C'est vrai, vous écrivez à l'oral. Yeah. Ce qui est important aujourd'hui, quand Belligne reçoit un rappeur, c'est de briser les codes, briser les murs. C'est vrai. D'abord, le rap, ce sont des têtes bien faites qui le font. Ça, si on prend des exemples, tout simplement, KRS-One, que vous savez bien, enseigne, donne des conférences. The teacher. Dans des universités phares, Oxford, Harvard. En 2008, un texte du Grand Corps Malade, le Grand Corps qui s'appelle Un enfant de la ville, est sorti lors du bac français. Au Sénégal, on a des Keiti, on a des Roman qui distillent beaucoup de savoir dans les conférences. Aujourd'hui, comment briser les codes? Les rappeurs sont d'abord des écrivains. Ça, c'est vrai. Pour moi, déjà, à la base du rap, à la base, le rap, c'est de la littérature. Juste à l'oral. Comme je l'ai... Mon album qui est sorti en 2015 s'appelait Khatim ak Kalama. En fait, c'est mon album qui a été meilleur album en 2015. C'est vrai. Hip Hop Award. Déjà, ce nom-là, c'était déjà pour résumer. Écrire à l'oral. C'est vraiment... Nous essayons vraiment d'écrire à l'oral. Et le rap galsen, spécifiquement, a une âme. Le rap galsen a une identité sociétale, poétique et parfois même politique. En fait, c'est le rap galsen qui est comme ça. Oui. On a grandi en écoutant du rapadio, avec Keiti, avec Iba, avec Maktar Le Kagoula. Oui. Si je me rappelle bien, sur une chanson, moi j'ai jamais aimé les mathématiques, mais grâce à une chanson du groupe Rapadio, RAPADIO. Donc je suis allé automatiquement chercher chercher ces formules mathématiques-là. Parce que pour moi, il y a beaucoup de knowledge dans le fond et dans la forme, dans le rap. Et pour moi, ce serait vraiment dommage de se priver de ça. Et pour moi, même pédagogiquement, parce que le rap sénégalais est très wolof, pour moi, ça peut vraiment être un pont entre l'éducation nationale et les enfants. Parce que la majeure partie des enfants de la jeunesse au Sénégal écoutent du rap. Ils connaissent par cœur les textes de rap. Pour moi, ça peut vraiment être, comme on dit en wolof, un porte-ndol pour pouvoir s'améliorer esthétiquement en français et même dans les sciences. Et comment matérialiser cela? Est-ce que le rap doit sortir de la langue wolof ou bien est-ce qu'on doit mélanger la langue wolof avec la langue française? Quelle est la solution pour matérialiser ce pont? Pour moi déjà, faut vraiment déjà exploiter le patrimoine que nous avons. J'ai vu un rappeur l'an dernier gagner le Flow en ne rappant qu'en pulaar. Il s'appelle Wizabi et il est venu et il a gagné un concours national. Parce qu'au Sénégal, on a vraiment l'habitude de rapper en wolof et le wolof fait partie de nos forces. Pour moi, il ne faut pas lâcher le wolof. Mais aussi, comme le français et l'anglais sont juste des moyens de communication. Ça peut aussi permettre d'élargir notre public. Tous les groupes qui ont été vraiment internationaux au Sénégal, comme le PBS ou le Dari, sont des groupes qui ont vraiment utilisé le français. Moi, je rappe plus en wolof, mais à chaque fois sur mon projet, j'essaie de donner l'idée générale du projet en français. Comme ça, au moins, celui qui ne comprend pas le wolof pourra connaître même la direction de cet album-là. Pour moi, c'est vraiment important. Et ce mélange de langue-là, oui. Il ne faut pas lâcher le wolof. Et il faut aussi savoir utiliser le français parce que c'est des outils que nous avons. Et vous l'aviez fait. Yeah. Pour votre son qui vous a révélé, Shine Like You. Shine Like You. Et tout le monde entendait cette voix. C'est vrai. Hein, cette voix. Mais beaucoup de gens m'ont demandé de poser cette question-là à Peuple Seul. Cette voix-là, elle est retravaillée dans le studio ou bien c'est ton don? Non, en fait, ma voix, c'est ma voix. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et à chaque fois que les gens me le demandent, je leur dis, il faut passer à la maison et écouter ma maman parler. Oui. Si vous entendez ma maman parler, vous allez comprendre que c'est ma voix en réalité. Parce que même quand elle parle, si elle se cache et qu'elle parle, vous aurez l'impression que vous parlez à mon père. Parce que vous savez que votre voix, c'est votre force. Mais c'est mon identité. Oui. C'est mon identité. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des sons avec d'autres artistes, je n'ai même pas besoin de dire mon nom. Je fais juste une annonce, genre un petit yeah. Mais dès que les gens entendent la voix, ah d'accord, ça c'est pour vous. C'est votre signature. C'est ma signature.
De Shine Like You à Ninki Nanka, qu'est-ce qu'il y a évolué dans votre style d'écriture, dans votre style musical? Beaucoup de choses. Parce que le rap est en fait, même le hip-hop en général, Oui. est un mouvement en perpétuelle mutation. Parce que chaque génération qui vient avec ses codes, vient avec sa manière de parler, vient avec le langage de la rue. Parce que un peu l'écriture rap n'est pas... Ce qui différencie l'écriture rap de la littérature classique est que c'est un peu une littérature, je dirais, sauvage. C'est vraiment sauvage. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Parce que pour moi, la seule règle dedans, c'est qu'il n'y a absolument aucune règle. Il n'y a absolument aucune règle. Donc tout le monde le fait, c'est le be you, do you. Tout le monde le fait avec sa perception des choses, avec son background, avec ses expériences et avec ce qu'il ramasse dans la rue. C'est pour ça que, en fait, moi, parfois, même les gens me demandent, non, quel style tu as utilisé? Parce que quand un rappeur écrit, il pense en même temps fond et forme. Oui. Parfois, il y a des choses qui sont vraiment... qu'on peut vraiment emprunter aux symbolistes. Quoi. C'est vraiment tout ce qui... Il n'y a de beau que ce qui ne sert à rien. Tout ce qui est utile, elle est. Les Parnasses, oui. Les Parnassiens. Oui, donc, de voilà. Théophile Gautier, oui. Voilà, Théophile Gautier. Donc parfois, on fait juste des choses juste pour l'esthétique, juste pour le verbe, juste pour la beauté un peu du style, de la forme et tout ça. Donc c'est pour ça que parfois définir le rap comme une littérature, c'est pour ça que parfois certaines personnes se disent non, ça c'est pas. Mais vous êtes pas engagé, votre art est engagé. Ça c'est vrai. Vous mélangez la beauté et l'engagement, c'est ça. Ça c'est vrai. Mais en fait, même cet engagement-là, pour moi c'est vraiment une quête de liberté. Oui, C'est vraiment une quête de liberté parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas vraiment engagés dans des causes. Hein, c'est vrai. Parce que le rap n'est pas né spécifiquement. Beaucoup de gens disent que non, c'est un mouvement de protestation, mais ce n'est pas né dans ça. En fait, au début, c'était juste pour le fun. En fait, c'est après que l'aspect engagement est venu. C'est vers les années 80 avec les Public Enemy et tout ça. Mais à la base, le rap, c'était juste pour faire la fête. Parce que c'est né avec des DJ, Kool Herc qui faisait son block party et il y avait parfois le cousin ou bien l'ami qui avait le micro, c'est le MC et c'est lui qui faisait la fête. Notre quartier est plus chaud, les filles sont plus belles. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Mais après, les jeux verbales sont venus. Donc, parce qu'il y a eu les battles après et chacun a voulu améliorer son style. Après, on a commencé à voler des styles par-ci, voler des styles par-là. C'est un peu comme le dit Lino, c'est un peu un mélange entre Rimbaud et Rocancourt. En fait. Oui. Pour moi, le rap, c'est un peu ça. Oui. Donc, on n'a rien inventé. Le hip-hop n'a rien inventé, mais il a tout réinventé. C'est ça. Ah. Le hip-hop n'a rien inventé, mais il a tout réinventé. C'est Wright qui parle. Vous êtes poète avant d'être rappeur. Je veux devenir poète. En fait, j'essaie de devenir. Vous n'êtes pas encore poète? Non. Parce que pour moi, je me dis qu'il y a encore un long chemin à faire. Et quel est ce chemin-là? Comment un rappeur devient un poète? Parce que le poète n'a pas d'instrument. Le rappeur parle avec cet instrument. Mais on sait tous que vous étiez de la musicalité avant toute chose. Ça, c'est vrai. Quel est le chemin? Oui. Déjà, pour moi, le premier instrument de musique, c'est la voix. C'est la voix. C'est la voix. Donc déjà, même le poète a son instrument, quoi. C'est sa voix. Parce que quand on écoute les grands corps malades ou bien les Abdel Malik, ces slameurs-là, dès ils n'ont pas besoin de musique pour te captiver. Parce que dès qu'ils commencent à déclamer, ils peuvent capter ton attention. Donc moi, je me dis juste que nous, le rap est né à la base avec l'esthétique. Donc on ne peut pas sortir un peu cette esthétique-là ou bien ce rythme-là du rap. Mais pour moi, cette maturité-là, comment je vais dire, en fait, devenir poète, c'est gagner en maturité, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Parce que comme le disait Guru de Gangstar, experience is the best teacher. So, avec l'expérience, on apprend. On apprend à devenir poète. À la base, c'est plus sauvage. C'est juste, on cherche des rimes, on cherche des punchlines, comme on le dit souvent. Ces punchlines-là qui ne sont même pas issus du rap, qui sont issus des stand-up. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut utiliser, des gens qui font le stand-up, les comédiens et tout ça. Parce qu'il y a des formules ou bien il y a des phrases qui peuvent vraiment choquer les consciences. Donc nous, on a appris à prendre différents styles et les mélanger pour en faire quelque chose. Et vous venez de le dire, l'écriture du rap a changé. Au début, il y avait cette recherche de la rime. Mais aujourd'hui, on a une focalisation sur les punchlines. Et beaucoup de rappeurs se focalisent sur les punchlines jusqu'à
oblitérer la poéticité. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'écriture? Aujourd'hui, s'il n'y a pas de punchline dans l'écriture, c'est comme si votre style musical n'est pas bon. En fait, pour moi, je me dis juste que chacun a ses influences. Parce que cette génération-là, elle a beaucoup été influencée par notre génération. Parce que nous ne sommes pas des old school, mais nous sommes la génération entre 2005 jusqu'à présent. Et dans cette génération, il y a un artiste qu'on appelle Canabasse. Oui. C'est le premier à commencer à faire du rap sans faire des rimes. Avec beaucoup de critiques. Avec beaucoup de critiques. Tout le monde disait que ça, c'était pas du rap parce que... On se rappelle vraiment un peu de cette confrontation entre Canabasse et 5e Underground, par exemple. Parce que 5e, c'est un peu des gardiens du temps. Oui. Eux, ils se disaient non, faire du rap sans faire de rime, c'est pas faire du rap. C'est vrai. Moi, jusqu'à présent, je pense ça. Parce Vous êtes d'accord avec ça? Je pense ça. Le rap, c'est d'abord de la rime. C'est de la rime, avant tout. Parce qu'en fait, le rap est parti de ça. Avant qu'on puisse évoluer vers les métaphores, vers les assonances, vers les oxymores, c'était la rime avant tout. Chercher la rime. Même quand tu fais du freestyle, tu cherches juste la rime. Tu improvises, tu mélanges des mots, mais tu cherches la rime. Oui. Donc la rime, elle est très, très, très importante dans le rap. Mais peut-être que cette génération a des codes un peu différents. Les punchlines, c'est super bien. Mais moi, je me dis qu'il ne faut pas oublier la rime. La rime, elle est importante. Et vous êtes à cheval entre new school et old school. Vous faites des punchlines, vous faites également de la rime. Comment faites-vous pour garder cet équilibre? Déjà, pour moi, c'est déjà un challenge. Oui. Cette gymnastique-là. Parce que déjà j'ai été influencé par des groupes comme Rapadio. J'ai grandi en écoutant du Rapadio. Très engagé d'ailleurs. Voilà, j'ai grandi en écoutant du Human, Daraji, PBS et tout ça. Donc, moi, je ne peux écrire que comme eux. Oui. J'ai grandi. Mais en cours de chemin, il y a eu d'autres générations qui m'ont rejoint. Et j'essaie de m'adapter. Parce que comme on le dit souvent, ceux qui survivent, ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents, mais c'est ceux qui ont la capacité à s'adapter. Donc cette capacité d'adaptation-là, c'est ce qui a gardé Gunman Khuman jusqu'à présent. Oui. Gunman Khuman, jusqu'à présent, quand il rappe avec la New School, tu te dis que le mec, il a commencé à rapper hier. C'est vrai. Parce que pour moi, cette capacité d'adaptation-là, elle est très, très importante. Khuman comme Keiti. Voilà, le JTR. Le JTR, Journal Rapide. Parlons maintenant de ce nouvel album-là, Ninki Nanka, c'est le titre. Mais comme disent les critiques, un titre, c'est un lieu d'énonciation anticipée. C'est quoi Ninki Nanka? Étymologiquement, Ninki Nanka, c'est le dragon. Le dragon. C'est le dragon. C'est le dragon qui fait peur? C'est le dragon. En fait, c'est le dragon. C'est un mythe ouest-africain, c'est pas juste un mythe sénégalais. C'est vrai. Donc moi, comme mon nom de famille, en fait, le Ninki Nanka, c'est le totem de ma famille. Moi, mon nom de famille, c'est Sagna. Donc, et au Sénégal, quand on fait les éloges, comme Ndiaye Yata Ndiaye ou Diobo Diobo, moi, on dit Sagna Ndoba Signa Bassi Ninki Nanka. En fait, ça fait partie de mon nom de famille. Et comme c'est un mythe ouest-africain, et il est décrit différemment suivant la zone où on se trouve. Donc il y a certains endroits où tu vas, ils te diront que c'est un gros serpent avec des écailles, d'autres te diront que c'est un dragon. Donc cet aspect insaisissable là aussi colle avec ma personnalité parce que moi on m'appelle le ghost, le fantôme. Le Ninki Nanka n'a pas une description précise. Moi dans l'époque aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent grand frère alors qu'ils sont plus âgés que moi. Parce que j'ai commencé à rapper quand j'avais 10 ans. L'âge, c'est un état d'esprit. Voilà. Donc j'ai commencé très tôt. C'est pour ça que je suis un peu à cheval entre les générations. J'ai commencé... Quand le PBS était là, moi j'étais là. Ah bon? Yeah. Si vous vous rappelez bien de FM Samedi Relax, l'émission de Michael Souma qui passait sur Dakar FM, j'étais le jeune homme qu'on invitait tous les 2 mercredis qui reprenait les chansons du PBS. Donc j'ai commencé très tôt. Donc c'est pour ça que maintenant, les gens de ma génération croient que je suis plus âgé que eux. Et les gens qui sont... Voilà, en fait, je suis un peu perdu entre les générations. Et même côté style, parce que quand j'ai sorti la XT Volume 1 en 2011, tout le monde disait que le mec, il sait écrire, d'accord. Mais il est trop basique, côté forme. Parce que c'était vraiment une tape qui était vraiment low tempo. Parce que je voulais vraiment montrer que je savais écrire. D'abord. Voilà, je voulais montrer que je n'ai pas volé le surnom de writer, quoi. Donc mais 1 an après, quand on a fait Hacker de Tape, je leur ai aussi montré que je savais faire, je savais jongler entre les formes. Après, à un moment donné, les gens se sont dit, ok, d'accord. Parce qu'au Sénégal, on a toujours su qu'il y a de bons lyricistes là et de bons
techniciens, des gens qui ont beaucoup de flow là. Donc c'était rare de pouvoir joindre les deux. Moi, je voulais leur montrer qu'on pouvait équilibrer la balance. Bien écrire, mais aussi savoir un peu faire du sale, comme le disent un peu les gamins de la New School, savoir faire du sale, savoir jongler sur les styles, poser sur des afrobeats, poser sur des beats classiques, poser sur beaucoup de choses, leur montrer que savoir écrire, c'est pas juste faire du slam, quoi, ou bien faire des sons vraiment low tempo, mais il faut savoir aussi l'adapter avec toute musique. Oui. Pour moi, c'est vraiment important. Vous êtes le Ninki Nanka, vous êtes le dragon. Yeah. C'est pour faire peur à qui? On a un peu de l'ego tripping. Oui. C'est la base du hip-hop. Mais aussi, Ninki Nanka, quand on définit le mot, c'est mi-ange et mi-démon. Comme l'homme. C'est l'homme. Et Baudelaire disait que l'homme, il y a deux postulations simultanées, l'une tend vers Satan, l'autre vers Dieu. Voilà. Et même quand vous regardez le cover, il y a une face éclairée et une face plus sombre. Et donc, qui domine l'autre? On essaie d'équilibrer la balance. Parce que quand on pince trop la guitare, on casse la corde. C'est vrai. Quand on pince pas assez, on n'a pas le son voulu. Donc c'est pour ça que, et en fait, même quand on écoute l'album est vraiment scindé en deux. C'est vrai. Il y a une partie où je raconte mon histoire. Je raconte mon histoire sans filtre. Et il y a une autre partie où je raconte mon combat. Parce que moi, mon combat a toujours été la déconstruction et l'éducation. Parce que moi, je me suis toujours dit que beaucoup de domaines ont vraiment des porte-parole. Mais moi, je me dis que vraiment, notre défi à nous, notre génération, c'est vraiment de bâtir un nouveau Sénégalais. Et vous le dites dans Ninki Nanka, une chanson où vous dénoncez un peu la démission des parents. C'est vrai. Vous dénoncez un peu le matérialisme aujourd'hui qui fait loi au niveau de nos sociétés. Mais le constat, il est là. Il est là. Et moi, je me dis que aussi parfois, se taire aussi, c'est être complice. C'est vrai. Se taire, c'est être complice. Et chacun a ses outils. Les journalistes ont leur micro, les écrivains ont leur plume, les rappeurs ont aussi leur rime. C'est vrai. Moi, je me dis qu'il faut qu'on continue à parler. Même si c'est 2 jeunes par album qu'on pourra vraiment réveiller, il faut continuer à parler. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Parce que le vrai challenge de ce pays actuellement, pour moi, c'est l'éducation. Quand on écoute Ninki Nanka, il y a une mixité. Côté variété, vous n'hésitez pas. Vous osez par exemple, reprendre cette belle voix de Fatou Kassé, qui faisait partie du cercle de la jeunesse de Louga. D'ailleurs, beaucoup de gens vous critiquent par rapport à cette mixité-là. C'est vrai. Pourquoi aujourd'hui? Moi, je l'assume. Je l'assume. Parce que moi, je suis un rappeur sénégalais. Je suis un rappeur sénégalais. Pour moi, c'est important de le préciser. Vous posez vos mots. Voilà, je suis un rappeur sénégalais parce que j'ai eu la chance, même avant d'être connu au Sénégal, d'avoir fait une tournée dans 8 pays aux États-Unis. J'ai travaillé avec des artistes comme Talib Kweli, j'ai travaillé avec des artistes comme Mos Def, j'ai travaillé avec... En fait, et en plus, eux, c'est des références en matière de hip-hop et en matière de littérature dans leur pays. Et à chaque fois qu'on se parlait, la phrase qui revenait, c'est « faut faire des choses vraiment africaines, il faut faire des choses vraiment sénégalaises ». Parce que pour moi, ce n'est pas des rimes, ce n'est pas du flow qu'on va vendre au monde. Ce n'est pas le underground, ça doit être dur. Parce que ceux qui vous critiquent, s'arc-boutent sur ce principe-là. On ne doit pas mélanger le mbalax et le rap, il ne faut pas décloisonner les frontières. Moi, je me dis qu'il faut déjà décloisonner ces cerveaux-là. Pour moi, c'est vraiment important. Parce que pour moi, ce qu'on doit vendre au monde, ce qu'on doit montrer au monde, c'est notre patrimoine. Moi, je suis de père Diola et de mère Lébou. Je suis vraiment ancré dans mes traditions. Déjà, les Diola sont un peu connus pour ça, quoi. Moi, je suis ancré dans ma tradition. Et moi, je me dis que ce serait un peu trahir ma philosophie ou bien me trahir moi-même que de vouloir un peu cacher cette identité-là. Moi, je suis le premier rappeur sénégalais qui joue de la percussion. Moi, je joue du sabar. Ah bon? Je suis un rappeur qui joue du sabar. Et depuis 2013, à chaque fois sur mes scènes, je fais monter des percussions et je joue. Et moi, j'ai souvent dit que les gens qui savent jouer à la guitare, ils le font à l'aise sur scène. Et ça choque personne. Dans ma musique, j'ai samplé de la variété française, j'ai samplé du reggae, j'ai samplé beaucoup de classiques du hip-hop, du soul, de la soul, du jazz. Mais à chaque fois qu'on touche au patrimoine sénégalais, les gens, ils se disent pourquoi. C'est le charme, oui. En fait, ça devait être un charme. Le mal est profond. Parce que Canabasse l'a commencé, Fata l'a avant fait. Fata même, Black Bolo, c'est vrai. Le premier single du PBS, Salam. C'est vrai. C'est du djembé. En fait, le rap
1994, avec le premier album du PBS, jusqu'en 98, était très musical, le rap sénégalais. Mais après, avec l'avènement de Rapadio, il est devenu très lyrical et on a mis la musique. Parce que, voilà quoi, comme le disait un peu notre grand rappeur de Wewe Mbegel et tout ça. Vrai, donc, oui. On a mis un peu la musique au second plan. C'était le lyrique. Mais après, notre génération a compris qu'il fallait mélanger les deux. Et comme j'ai eu l'occasion de faire 3 continents, j'ai compris que pour pouvoir vendre notre musique, il fallait vraiment qu'elle sente le tchéboudienne, il fallait vraiment qu'elle sente le ataïe, il fallait vraiment qu'elle soit vraiment galsen. Parce que ce n'est pas par hasard que Baba Mal est l'un des artistes les plus internationaux au Sénégal. Donc il y a Cheikh Lo. En fait, pour moi, il faut juste faire le constat. Oui. Pour être vraiment ouvert au monde, il faut vraiment être enraciné dans sa culture. Enracinement et ouverture. Et ça s'incarne d'ailleurs dans cet album, Ninki Nanka, le nouvel album de PPC. Yeah. Belle ligne, c'est l'écriture. Belle ligne également, c'est de la lecture. Aujourd'hui, au lieu de la lecture, nous allons écouter un son, ça s'appelle Good Morning World. Et ensuite, nous allons revenir sur ce plateau pour commenter ce son magnifique d'ailleurs, fait par PPC dans son nouvel album, Ninki. L'esclavage est mental et nos chaînes sont dans nos têtes. Et dans le refrain, vous dites, vos médias ne me parlent pas. Une Afrique tout en rouge, entre guerre et attentats. Et plus loin, chez nous, il y a du bonheur, du soleil et de la joie. Yeah. Pourquoi? Vous vous adressez à qui? À l'autre? À l'autre, oui. À l'autre qui a une image un peu erronée de l'Afrique, qui a une image erronée parce que les médias ne transmettent pas tout le temps l'image que nous, on voudrait qu'ils transmettent. Parce qu'à chaque fois quand on regarde certains médias dans le monde, certains médiums dans le monde, ou bien certains médias voilà, dans le monde, on a une image vraiment détériorée de l'Afrique, une image vraiment, vraiment triste de l'Afrique. Et ce n'est pas cette image-là que nous voulons montrer. Nous voulons montrer qu'en Afrique, nous avons des jeunes vraiment entrepreneurs. Nous avons beaucoup de soleil, nous avons vraiment une très bonne cuisine, nous avons de belles femmes. Nous vivons bien. Nous vivons bien. Il faut que le monde sache que nous vivons bien. En fait, notre vie n'est pas vraiment liée à tout ce qu'on nous montre à 20h. Parce que, c'est vrai. Surtout, en fait, il y a vraiment beaucoup de médias de propagande dans ce monde. Et on parle de l'Afrique s'il y a une mauvaise nouvelle. Voilà. Et moi, je me dis qu'à un moment donné aussi, le lion aussi doit raconter son histoire. Parce qu'à chaque fois, c'est le chasseur qui parle, c'est le chasseur qui parle. Donc, il est tout le temps le héros de l'histoire. Donc, à un moment donné aussi, le lion doit avoir sa voix. Et nous, vu que nous sommes les fils et les petits-fils du lion, donc pour moi, à un moment donné, il faut aussi montrer au monde. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette chanson-là en française, de montrer au monde que en Afrique, il n'y a pas que la famine, en Afrique, il n'y a pas que la pauvreté, en Afrique, il n'y a pas que la promiscuité. En Afrique, il y a des gens qui entreprennent, il y a de belles maisons, il y a de belles voitures, il y a de belles femmes, et leur dire aussi qu'on vit bien, qu'ils peuvent venir chez nous aussi. En Afrique, il y a la vie. Il y a la vie, on vit. Parce que, comme je le dis à la fin du couplet, bienvenue chez vous. Je ne dis pas bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est la maison de tout le monde. C'est vrai. Donc le monde peut venir. Et quand tu regardes l'Afrique à travers les yeux de l'Occident, ou bien à travers les yeux des médias occidentaux, à un moment donné, tu n'as même pas envie de venir ici. Donc quand j'étais gamin, j'ai un cousin qui est venu ici, il s'appelait Dominique, il vit à Trappes en France, donc je suis allé le voir en 2015. Quand on était gamin, il est venu en vacances ici. Et quand il est venu, il a dit à sa maman, non, on n'est pas au Sénégal, on n'est pas en Afrique. Parce que lui, dans sa tête, il était venu, il allait voir Tarzan, il allait monter sur les arbres, il y avait les singes et tout ça. Et quand il est venu, on est allé au parc, on est allé s'amuser, on est allé au stade, il y avait la télé, il y avait tout. Le mec, il s'est dit, en fait, d'accord, mais ça, c'est pas le Sénégal, c'est un Sénégalais qui est né en France, qui n'était jamais venu au Sénégal auparavant. Donc pour moi aussi, il est temps aussi de redorer un peu le blason de cette Afrique-là. Et en Afrique, il y a le rap. Parlons un peu pour finir d'un festival que vous organisiez, ce qu'on appelle la Loge des Poètes. Vous le faites jusqu'à maintenant? Cette année, on voulait le refaire déjà, mais actuellement, avec un peu les contraintes de la crise sanitaire, on attend un peu. Parce qu'on a fait 3 éditions. On a fait une édition à Sorano, au CICES et au Michael de Thiès, parce qu'on veut vraiment que ce soit un événement itinérant. Parce que nous, en tant qu'un peu gardiens du temps, l'écriture commence un peu à disparaître dans les temps. L'écriture que nous on veut. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vraiment faire un événement pour mettre en lumière les lyricistes. Les gens qui ont vraiment cet amour de l'écriture dans le rap. Et pour moi, c'est important parce que déjà, ça peut être quelque chose qui va encourager nos frères à plus
travailler à l'école, à plus se donner sur les études, à comprendre que pour faire du rap, il faut vraiment avoir un bagage intellectuel et un bagage littéraire. Il faut que les jeunes savent ça. Le rap, ce n'est pas tout simplement parce qu'on a échoué dans la vie que le rap est maintenant un refuge, un paravent. Et ça se voit. Mais imagine, pour citer, même hier, j'étais au studio avec les Diwandi, on travaillait. Il y a un ami qui est arrivé, Jamal. Il était super fatigué parce qu'il est prof de philosophie. Oui. Parce qu'il a des élèves de terminale, il est prof de philosophie, il va en cours, après il vient au studio. Et quand il est arrivé, je lui ai dit que moi, j'aurais rêvé d'avoir un professeur comme vous, parce que ce serait bien de voir mon professeur en concert et après de le retrouver en classe. Pour moi, pour moi déjà, c'est pédagogique. Ça montre aussi, pour moi, c'est un exemple, ça montre aux enfants que le rap, on peut joindre l'utile à l'agréable. On peut être bien à l'école, avoir un bon travail et être un bon artiste. On a commencé par la rime, nous allons finir par la rime. Qu'est-ce que vous offrez à Belle Ligne? Du wolof ou du français? À votre guise. La liberté, c'est votre style. Leer fës ci lëndëm ni naññ buñ la xës tiimale kayit gi weex tàll xalli ma gi di ko stimulé kàllaam ak xalam xàll yoon bi ñuy tuddee gaam du jëmm jooy daj waral yëg-yëg gi tuddee gëm nafa rey sa ngànnaay liggéey la tarbiya la mbedd ci maayen la xuus ci tartar bi yee la ñii di waar ñii di wor jëlale mandargal ndaanaan ji xaar mu jeebi ku taataan mu jeebi daanaan du jëmm du tur li nga góobee nga ciy gar ubbil sa palanteeru ruu gis mbedd mi sikar. C'est un texte d'un son qui s'appelle Mbedd Lectuel de Khatima Kalama qui est sorti en 2015. Yep. Un beau texte. Merci beaucoup. Purpose aka The Writer, nous le recevions dans Belle Ligne qui parle également du rap. Les profanes vont dire, mais qu'est-ce que Purpose fait là? Mais pas les initiés, parce que le rap est toujours une musique de vérité, mais pas une musique d'éloge. Belle Ligne vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro sur ITV. Je suis venu en fait pour écrire de nouvelles pages. C'est l'enfant prodige, symbole d'une jeunesse sans cage. Si Dieu est prêteur, je lui donne ma vie en gage. Je vis ma vie sur chrome, mes humeurs en smiley.